Bonjour et bienvenue aux ateliers et instituts 24 sur 24 du Centre Franco. C'est Dominique Tremblay avec vous aujourd'hui et nous allons parler du concept de la modélisation mathématique et je vais vous surprendre dès la première année. La modélisation mathématique fait maintenant partie du programme cadre et c'était un sujet avant qu'on voyait seulement à la fin du secondaire, au collège ou à l'université. Et c'est maintenant un concept qu'on commence dès la première année. Donc, je vous invite à rester avec moi pour en découvrir plus sur ce sujet qui fait partie de votre programme cadre de la première jusqu'à la 9e année. Donc, je me présente, Dominique Tremblay. Je suis un consultant en éducation basé en Ontario francophone, mais qui travaille un peu partout au Canada, aux États-Unis et à l'étranger pour appuyer les conseils scolaires en mathématiques, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et évidemment, les mathématiques, ça fait partie des sujets qui m'intéressent beaucoup et c'est pourquoi nous allons en discuter aujourd'hui. Donc, à la fin de l'atelier, l'objectif, c'est que vous puissiez vous approprier le processus de la modélisation mathématique. Bien le comprendre pour savoir comment l'utiliser avec vos élèves. Nous allons aussi regarder comment nous pouvons élaborer des problèmes de modélisation mathématique qui s'adaptent évidemment à l'âge de nos élèves. Et finalement, nous allons regarder le lien entre la modélisation mathématique et les autres domaines, mais aussi les autres sujets qui font partie de nos programmes cadres. Si on regarde la modélisation mathématique dans le nouveau programme de l'Ontario, où est-ce qu'on la trouve? Bien, on va la trouver dans les attentes, mais on va aussi en entendre parler beaucoup dans la mise en contexte, dans la section des processus. Parce que la modélisation, elle est présentée comme un processus. Un peu comme nous avons le processus de résolution de problèmes en mathématiques, nous avons aussi des processus en sciences, comme la démarche expérimentale, la démarche de recherche, le processus de design en ingénierie. Nous avons aussi des processus en langue, le processus d'écriture, le processus de lecture. Nous avons des processus dans tous nos curricula, mais là, on va se concentrer sur la modélisation mathématique et je vous invite à aller dans votre programme cadre, aller voir la section qui porte sur les processus et vous allez y retrouver toute l'information sur la modélisation mathématique. Certaines des diapositives que je vais vous présenter à l'écran aujourd'hui viennent justement de cette section de votre programme cadre. Maintenant, lorsqu'on regarde l'attente, vous allez la retrouver, elle est cachée un petit peu, elle se retrouve dans la section d'algèbre. Et dans la section d'algèbre, vous allez retrouver dans votre C4, donc c'est vraiment la 4e section sous l'algèbre, tout de suite après le codage, vous allez retrouver la modélisation mathématique. Dans le programme cadre de 9e année, au lieu de se retrouver en algèbre, elle se retrouve dans le domaine des données. Mais l'idée est la même. L'objectif de la modélisation, c'est de mettre en application un processus de modélisation mathématique pour représenter et analyser des situations de la vie quotidienne. Et c'est là la partie importante de la vie quotidienne. On veut aller chercher des vrais exemples, pas des faux exemples que l'on retrouve dans un manuel de mathématiques, mais bien des exemples qui touchent la vie de l'élève, que ce soit dans son école, sa communauté, sa famille, on veut des vrais problèmes. Ainsi que de faire des prédictions et fournir des renseignements à leur sujet. Et ça, l'idée de prédiction, c'est quelque chose que vous allez voir. À mesure qu'on parle de modélisation mathématique dans cet atelier, vous allez voir qu'on revient souvent à l'idée de prédire. Prédire qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, si on regarde les contenus d'apprentissage, c'est probablement une exception dans le programme cadre. Habituellement, toutes les attentes sont appuyées par des contenus d'apprentissage. Mais en modélisation mathématique, il n'y a aucun contenu d'apprentissage. Et une des raisons pourquoi vous ne trouverez pas de contenu d'apprentissage rattaché à l'attente de modélisation mathématique, c'est que la modélisation mathématique va aller chercher plein d'autres contenus d'apprentissage dans les autres domaines, et aussi dans le domaine de l'algèbre. Donc, vous allez couvrir les autres attentes et les autres contenus d'apprentissage par la modélisation mathématique. Maintenant, allons voir un petit peu. Je vous ai lu tout à l'heure l'attente de modélisation mathématique et présentement sur votre écran, vous devriez voir l'attente
de première année. Donc, si vous la lisez, vous allez voir que c'est exactement le même énoncé que j'ai fait il y a quelques instants, hein, de mettre en application le processus de modélisation mathématique, situation de la vie quotidienne, faire des prédictions. On passe tout de suite à la 8e année. Surprise! Exactement la même attente. Ça, c'est quelque chose de rare, de voir une attente qui est la même de la première jusqu'à la 8e année dans un programme cadre. Et la raison, c'est que l'objectif, c'est qu'on utilise le processus de modélisation mathématique, mais évidemment, les concepts qui vont être utilisés par l'élève, qui vont se rattacher à la modélisation mathématique, vont devenir de plus en plus complexes à mesure que l'élève avance de la première jusqu'à la 8e année. En 9e année, c'est un peu différent. Vous voyez que l'attente est encore très similaire. On parle de mettre en application le processus de modélisation mathématique, on a l'idée de concepts mathématiques, de la vie courante et tout ça. Par contre, en 9e année, si vous allez voir à gauche, dans la colonne de gauche, la modélisation mathématique se retrouve dans votre domaine des données. Encore une fois, ce n'est pas vraiment grave parce que sachez que lorsque l'élève fait de la modélisation mathématique, il risque de faire de la géométrie, de la mesure, de la littératie financière, utiliser des nombres, utiliser des opérations, utiliser des équations, des égalités, des inégalités, utiliser des variables, des constantes. Donc, il va faire de l'algèbre, il va faire de la mesure, il va faire du sens du nombre et des opérations. L'élève va aller un peu partout dans le programme cadre. C'est pourquoi la modélisation mathématique, c'est vraiment une attente qui est multidomaine. Elle se retrouve dans le domaine de l'algèbre, comme vous voyez ici au centre, mais tous les autres domaines se retrouvent tout autour, prêts à appuyer la modélisation mathématique. Ou même chose si vous enseignez en 9e année, vous allez avoir votre attente dans le domaine des données, mais tous les autres domaines vont venir appuyer cette modélisation mathématique. Maintenant, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est la modélisation mathématique, je veux prendre le temps de vous montrer qu'est-ce que c'est la modélisation mathématique dans notre vie d'adulte. Si vous le comprenez bien, vous, en tant qu'adulte, en tant qu'enseignante ou enseignant, ben, c'est plus facile ensuite de l'amener chez nos élèves pour qu'ils comprennent que la modélisation mathématique existe aussi dans leur vie. Donc, je vous donne quelques exemples qui se rapprochent de notre vie d'adulte. Ce que vous voyez à l'écran ici, hein, un courriel d'Amazon qui vous fait des suggestions sur qu'est-ce que vous devriez peut-être acheter, quels sont les produits qui pourraient vous intéresser. Sachez que ce courriel est différent d'une personne à l'autre. Chaque personne qui reçoit un courriel d'Amazon, ça peut être de Walmart, de Best Buy, peu importe le commerce en ligne, les produits suggérés vont varier. Et ça, c'est basé sur un modèle mathématique qui va utiliser différents paramètres, différentes variables. Par exemple, ça va mesurer la vitesse à laquelle vous défilez sur le site d'Amazon. Où est-ce que vous allez ralentir? Où est-ce que vous allez vous arrêter? Qu'est-ce que vous allez cliquer? Qu'est-ce que vous allez aimer en cliquant le petit pouce vers le haut ou le j'aime? Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre panier? Pendant combien de temps vous allez le laisser dans le panier? Combien vous allez en acheter? Hein? Toutes ces choses-là, à quelle fréquence vous faites cet achat? Toutes ces données sont gardées sur les serveurs d'Amazon et servent à générer ces listes personnalisées. Donc, il y a un modèle mathématique qui gère les recommandations de ces grands magasins en ligne. Il y a un modèle mathématique aussi qui gère les horaires dans les aéroports. Donc, dans les aéroports, peu importe la compagnie aérienne, il y a un modèle mathématique qui gère quelles vont être les destinations qui vont être offertes, à quelle fréquence, quel jour, à quelle heure pendant la journée. Toutes ces valeurs-là sont basées sur les habitudes de voyage des voyageurs et des voyageuses. Donc, ils vont recueillir des données, et c'est pourquoi ça se retrouve dans le domaine de données en 9e année. Donc, ils vont recueillir des données, et ça va leur permettre de choisir, par exemple, Toronto-Montréal, on va mettre 10 vols par jour, un à chaque heure, parce qu'on a beaucoup de gens d'affaires qui vont voyager. Par exemple, des vols Toronto-Floride, ben, ils vont en mettre beaucoup plus l'hiver que l'été. Ils vont en mettre beaucoup plus pendant la semaine de relâche, pendant la semaine des fêtes, parce qu'ils savent que ce sont des voyageurs comme des familles qui vont se rendre là pour les vacances. La survente des billets dans un avion, hein, la survente de sièges, c'est aussi basé sur un modèle mathématique. Veut pas, il y a certains vols où tous les passagers vont se présenter. Habituellement,
les vols vers les destinations vacances, ce sont des vols où ce sont des familles, et c'est très très rare qu'une famille va annuler ses vacances, à moins de raisons de maladie ou mortalité dans la famille, mais en général, les gens vont aller prendre leur vol pour les vacances. Par contre, les destinations où il y a beaucoup de gens d'affaires, que ce soit Toronto, Montréal, Ottawa, les gens d'affaires, leurs réunions sont souvent annulées, changées, remises à plus tard. Donc, ça arrive souvent qu'ils ne peuvent pas se présenter pour leur vol. Donc, les compagnies aériennes ont déterminé des pourcentages pour chaque type de vol où ils peuvent faire de la survente. Par exemple, ils pourraient peut-être dire, Toronto-Montréal, on se permet de faire 125 % de vente. Tandis que, par exemple, Toronto-Orlando, on va se permettre de faire seulement 100 % de vente parce qu'on sait qu'il va y avoir très peu d'annulations. Donc, il y a un modèle mathématique qui gère le pourcentage de survente qu'ils peuvent se permettre de faire en espérant d'affecter le moins de voyageurs possible. Maintenant, si on prend les recommandations pour la musique, que vous utilisiez Apple Music, Spotify, Google Music, toutes ces plateformes, ou que vous utilisez les médias sociaux, que ce soit votre fil d'actualité sur Instagram ou sur TikTok, il y a un modèle mathématique qui gère la musique ou les vidéos qu'ils vont vous présenter. Et encore une fois, un peu comme c'était le cas pour les magasins en ligne, ils vont utiliser la vitesse à laquelle vous défilez sur votre fil d'actualité. Qu'est-ce que vous allez regarder, pendant combien de temps, combien de fois vous allez regarder une même vidéo. Quels sont le genre de créateurs de contenu que vous allez regarder le plus souvent et ils vont tenter de trouver des créateurs de contenu similaires. Et c'est ce qui permet de faire une page qui est faite juste pour vous. Il y a de la modélisation mathématique aussi lorsque vient le temps de créer des restrictions sanitaires pour la propagation des virus ou de différentes maladies. Par exemple, pendant la récente pandémie de COVID que nous avons eue, il y avait des modèles mathématiques dans lesquels on avait différentes variables qui permettaient de savoir à quelle vitesse se transmettait le virus, si une personne avait tant de personnes qui venaient chez eux, à quelle vitesse ça allait mener la propagation du virus. Et grâce à ces données scientifiques, ça leur permet de savoir quand est-ce mettre des couvre-feux, quand est-ce obliger le masque, quand est-ce limiter les déplacements. Donc, ces mesures-là étaient basées sur un modèle mathématique. Les amendes. Les amendes sont basées sur un modèle mathématique. Par exemple, lorsque vous êtes sur la route, les amendes qui sont chargées pour la vitesse, bien, il y a un modèle mathématique qui détermine à quel montant les gens vont changer leur comportement. Si le montant était très petit, par exemple, si les amendes coûtaient 1 $, il n'y a personne qui ne suivrait la loi. 1 $, c'est rien. Donc, ça ne changerait pas le comportement. Les policiers, les gens qui travaillent dans le domaine du droit vont déterminer à quelle vitesse et quel montant ils vont charger en espérant changer le comportement. Et souvent, ils vont changer le montant des amendes en espérant que ça va changer le comportement des gens. Même chose avec ce qu'on appelle les fameuses taxes du péché. Et ça, c'est un surnom. Évidemment, ce n'est pas vraiment les taxes du péché, mais ce sont des taxes sur des produits où le gouvernement veut limiter la consommation. Par exemple, l'essence. Pour des raisons environnementales, on veut limiter la consommation. Les boissons sucrées, l'alcool, le cannabis, ces substances, on veut limiter la consommation pour des raisons de santé. Donc, le gouvernement va ajouter des taxes. Par-dessus les fameuses taxes habituelles qu'on a, comme la taxe de vente sur les produits. Ces taxes, encore une fois, doivent être suffisamment élevées pour changer le comportement, mais pas trop élevées pour encourager la contrebande. Donc, il y a un modèle mathématique qui gère quel devrait être le montant à facturer pour ces taxes. La livraison des colis par les messageries. L'itinéraire qui va être utilisé par le chauffeur qui va vous apporter vos colis. Il y a un modèle mathématique qui regarde tous les colis qui doivent être livrés pendant la journée pour essayer de trouver la route la plus efficace pour livrer le plus grand nombre de colis dans une journée. Il y a un modèle mathématique derrière ça. Le chef qui vous cuisine des repas chaque semaine. Le chef doit faire des commandes. Il veut s'assurer, par exemple, pendant sa semaine,
de commander assez de têtes de brocoli, assez de poitrines de poulet, assez de pain et de tous les autres produits, en avoir assez pour répondre à la demande dans son restaurant. Par contre, il ne veut pas avoir de gaspillage. Donc, il y a un modèle mathématique qui permet de gérer combien on va commander de chacun des ingrédients en tenant compte de ce que les gens commandent habituellement sur le menu, à quelle fréquence ils commandent, aussi à quelle vitesse les aliments vont être périmés aussi. Hein? Par exemple, des aliments en conserve, on peut se permettre d'en commander pour plus longtemps. Les aliments qui sont frais, qui durent peut-être juste 2 jours, 3 jours, on va les commander plus souvent, mais on veut éviter, encore une fois, le gaspillage. Ça fait partie, évidemment, de la gestion des profits pour une entreprise comme un restaurant. Évidemment, il peut y avoir des éléments déclencheurs, des éléments qui vont changer le modèle. Par exemple, si on est dans une plus petite ville et tout d'un coup, il y a un gros tournoi sportif qui vient dans notre ville, bien, ça se peut qu'on ait plus de visiteurs qui viennent au restaurant. Pendant la période des fêtes, je m'imagine que le modèle doit être modifié pour tenir compte d'un achalandage plus élevé. Lorsqu'on veut s'acheter une maison, souvent, les contracteurs vont dire « Ah, tu veux une maison, tant de pieds carrés, tel niveau de luxe, dans tel quartier, ça va être 700 000 $. Pour arriver à un montant comme ça aussi rapidement, il y a un modèle mathématique qui leur permet, grâce à l'expérience qu'ils ont d'avoir bâti plusieurs maisons dans le passé, de déterminer le coût rapidement d'une maison en fonction des critères préétablis. Les bibliothèques municipales, il y a aussi un modèle mathématique qui gère les bibliothèques municipales, à savoir quels livres ils vont commander, en combien d'exemplaires, pour répondre à la demande, mais ne pas avoir trop de livres aussi qui sont dormants sur les tablettes. Et finalement, c'est le dernier exemple que je vais vous donner pour la modélisation mathématique dans un cadre adulte, mais vous avez aussi les autoroutes. Il y a des modèles mathématiques qui permettent de déterminer combien de voies on va ajouter, combien d'autoroutes on va ajouter, tout ce genre de choses-là pour s'assurer d'une circulation plus fluide. Et souvent, le modèle mathématique va inclure quelque chose comme une voie du centre qui, par exemple, le matin va être ouverte vers l'est, mais le soir va être ouverte vers l'ouest en fonction de la circulation. Et ça peut même changer pendant les fins de semaine, pendant l'été versus l'hiver. Il y a tout un modèle mathématique qui gère la gestion du transport routier. Donc, là, on a vu plusieurs exemples ensemble de modélisation mathématique qui touchent notre vie d'adulte. Et vous voyez, c'était tous des exemples réels, des choses qui se passent dans nos vies. Sachez que la modélisation mathématique, c'est un processus qui est interconnecté. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans un modèle mathématique et c'est aussi itératif. On est constamment en train d'améliorer, de peaufiner, de raffiner nos modèles pour mieux tenir compte de la réalité et des nouvelles réalités aussi. Par exemple, un établissement comme un hôtel peut devoir changer son modèle en fonction de l'achalandage, en fonction des événements qui vont se produire dans la ville. Donc, constamment, on va améliorer et on va peaufiner le modèle. Et c'est ce que j'invite vos élèves à faire aussi, de constamment penser à améliorer leur modèle. Mais l'objectif du modèle mathématique, c'est vraiment de représenter, d'analyser, de faire des prédictions et chercher de l'information à propos des vraies situations. Ça, c'est une de mes diapositives préférées dans tout ce qu'on va voir aujourd'hui. La modélisation mathématique nous permet d'analyser le passé. Le chef qui va décider pour ses commandes va analyser toutes les commandes du passé, va tenter de trouver des tendances. La compagnie aérienne qui prépare son horaire des vols pour la prochaine saison va se baser sur l'historique des vols et ce que les clients ont demandé dans le passé. Donc, on analyse le passé pour comprendre le présent, mais c'est ce que j'aime aussi, prédire l'avenir. Ça va nous permettre de prédire qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Ça, c'est une grosse partie de la modélisation mathématique. Ce qu'on veut éviter quand on fait de la modélisation mathématique, c'est des problèmes comme vous voyez présentement à l'écran. Problème super ennuyant. Sophie, à 14 ans, elle veut s'acheter une bicyclette coûtant 100 $. Elle économise 10 $ par semaine. Dans combien de semaines pourra-t-elle s'acheter une bicyclette? Bon, on regarde ça, là. Première chose, Sophie a 14 ans. On s'en fout. Donnée totalement inutile. Deuxièmement,
Elle veut s'acheter une bicyclette coûtant 100 $, ça c'est une donnée essentielle. Elle économise 10 $ par semaine, donnée essentielle. Et finalement, dans combien de semaines pourrait-elle s'acheter sa bicyclette? C'est la question. L'élève n'a pas besoin de penser, n'a pas besoin de chercher l'information. Boum, tout est donné, l'élève fait juste faire un calcul. Ce n'est pas vraiment un problème. Ce n'est pas vraiment relié à la réalité de cet élève-là en particulier. C'est un problème qui vient d'un manuel qui se fait de façon très mécanique. Ce qu'on vise avec la modélisation mathématique, ce sont des problèmes qui sont mal définis. Volontairement, le problème va être mal défini. Vous voyez que le dernier problème était très bien défini. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On cherche des problèmes aussi qui sont flous, qui ne sont pas clairs. L'élève ne sait pas trop où on s'en va dès le départ. L'élève va devoir débroussailler. On veut des problèmes qui sont désordonnés. Avant de commencer à faire sa modélisation mathématique, l'élève va devoir faire le ménage, va vouloir enlever le désordre et ordonner les choses. On veut aussi des problèmes qui ont un manque d'information, où l'élève n'a pas toutes les données. Et si vous regardez le problème de la bicyclette, l'élève avait exactement toutes les données qu'il avait besoin. C'est pas de même dans la vraie vie, là. Dans la vraie vie, disons que je veux rénover une chambre dans mon sous-sol. Il n'y a personne qui va me dire « Dominique veut rénover une chambre dans son sous-sol. La chambre mesure 10 pieds sur 14 pieds. Il veut ajouter de la petite moulure de bois au bas des murs. Il va acheter de la moulure qui a 2 pouces de haut. La moulure coûte, je ne sais pas, 1,35 $ du pied linéaire. Et il y a une porte où on n'a pas besoin de mettre de la moulure là, parce qu'il y a la porte. Blablabla. Bla, bla. Combien ça va coûter? C'est pas le même dans la vraie vie. Dans la vraie vie, le problème, c'est juste Dominique veut rénover une chambre dans son sous-sol. Point. C'est Dominique qui doit aller dans sa chambre et prendre des mesures. Elle mesure combien? Ensuite, Dominique doit aller magasiner, il doit aller chez Rona, Home Depot, Home Hardware, il doit aller voir les différentes options de moulures qui sont disponibles. Il doit aller voir c'est quoi les prix. Et une des choses qu'on a aussi dans une modélisation, c'est pas seulement un manque d'informations, mais parfois, on a un surplus d'informations. Si je suis en train de finir une chambre dans mon sous-sol, je vais ajouter de la moulure, j'arrive chez Home Depot, il y en a des choix, là. Il y en a beaucoup trop. Si vous regardez ça, hey, on a de la moulure en MDF, on a de la moulure en bois, de la moulure qui est primée, pas primée, on a de la moulure qui se vend en longueur de 6 pieds, 8 pieds, 10 pieds, 12 pieds. Ouf, il y en a du choix. De la moulure qui est carrée, de la moulure qui a des petits motifs, il y a trop de choix. L'élève doit débroussailler, doit donner un sens à tout ça. Donc, quand on pense une modélisation mathématique, voici ce que l'élève va devoir faire. L'élève va devoir faire des suppositions. Par exemple, il va devoir prendre des choses pour acquis. Je prends pour acquis que la chambre que je veux rénover, c'est la chambre au sous-sol qui est à l'est dans la maison. Il doit prendre pour acquis, par exemple, qu'on ne mettra pas de moulure où se trouve déjà une porte. Ce serait ridicule de mettre la moulure où il y a déjà une porte, mais on va vouloir de la moulure qui fait le tour de la porte. Donc, je prends ça pour acquis. L'élève doit faire des suppositions, prendre des décisions comme ça suite à son débroussaillage du problème. L'élève va devoir utiliser des variables aussi. Il va se dire, quels sont les facteurs que je dois prendre en considération? L'élève va aussi avoir, comme on l'a dit plus tôt, un manque d'informations. Donc, il va devoir se dire, une des informations que je dois trouver, c'est la longueur et la largeur de la salle. L'élève doit lui-même décider quelles sont les informations manquantes et tenter de trouver ces renseignements. Et finalement, l'élève doit gérer le surplus d'informations. Donc, pour faire sa résolution de problème, il va devoir trier à travers tous les types de moulures qui sont disponibles, trier à travers les différents magasins qui vendent de la moulure. Beaucoup de choix à faire. Donc, voici quelques modélisations mathématiques que j'ai données dans le passé à des élèves. Une première, dans la plupart des classes, on voit des blocs de construction, des briques, des pièces de Lego. Une des tâches que je donne aux élèves, c'est quelle est la meilleure façon de classer les Legos dans la salle de classe? Là, l'élève doit faire des suppositions. OK, est-ce que c'est tous les Legos? Est-ce qu'on veut les classer par type?
Est-ce qu'on veut les classer par couleur? Est-ce qu'on veut les classer par ensemble? Est-ce qu'on veut les classer par pièces plus populaires versus pièces plus rares? L'élève doit faire des suppositions, il doit prendre des décisions, il doit se poser des questions. Il y a un surplus d'informations, il y en a dessus de la brique, mais il y a aussi un manque d'informations. Il va falloir qu'il compte les briques, qu'il trouve le type de briques, voir s'il n'y en a pas d'autres qui sont cachées dans l'école. C'est vraiment une tâche où l'élève doit débroussailler. Vous voyez, c'est très vague. Ta tâche, c'est de classer les Legos dans la salle de classe. That's it. C'est tout ce que je donne comme instruction. On garde ça, on garde l'instruction la plus simple, la plus courte et la plus floue possible. Voici un autre que je fais souvent avec les élèves. Une des raisons que je fais souvent, c'est que c'est super facile à organiser à l'école. Par exemple, organiser un souper spaghetti. Ça ne coûte pas trop cher, ça implique la communauté, mais au lieu que ce soit moi qui le fasse, on met les élèves en charge de faire l'organisation du souper spaghetti. Donc là, ils se posent toutes sortes de questions. Hein? Combien de gens vont venir? Est-ce qu'il faut avoir du spaghetti sans gluten? Est-ce qu'on va servir ça dans des assiettes recyclables, dans des assiettes lavables, dans des assiettes jetables? Quelle portion on va donner? Est-ce qu'on donne des portions différentes aux adultes, aux enfants, aux adolescents? Est-ce qu'ils vont manger dans la cafétéria? Est-ce qu'ils vont manger dehors? Est-ce qu'il faut avoir des tables de pique-nique? Combien de gens ça va prendre pour cuire ça? Combien ça prend de temps cuire tout ça? Est-ce qu'on va faire un service ou on va avoir genre plusieurs services pendant la journée pour essayer de répartir la table? Toutes des questions que l'élève doit se poser, il doit débroussailler, il doit mettre de l'ordre dans le problème avant de commencer. Une question qu'ils vont souvent se poser, c'est est-ce qu'il faut faire un profit ou est-ce que l'objectif, c'est tout simplement de rentrer dans notre argent? Ou est-ce qu'on a une subvention? Est-ce qu'on va facturer les gens qui vont venir? Est-ce qu'on leur charge un certain montant pour venir à notre souper spaghetti? Une chose qu'il faut faire attention, quand on parle de modélisation mathématique, j'entends souvent, puis vous voyez ici, j'ai cherché sur Pinterest le mot « math models », des modèles mathématiques. Et voici ce qui est sorti. On voit des choses comme des modèles de nombres, des réglettes cuisinaires, des blocs mosaïques, toutes sortes de choses comme ça. Sachez que ça, ce n'est pas vraiment des modèles. Ce n'est pas de la modélisation mathématique. Ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on parle quand on parle d'un problème qui est flou, désorganisé, dans lequel l'élève doit prendre des décisions, prédire pour l'avenir. Il ne faut pas confondre la modélisation mathématique et une représentation. Et ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est comme des masses. C'est une représentation de 2,5 ici, 2 et 1/2. J'ai une représentation avec les pièces de monnaie, avec les tasses à mesurer, avec les biscuits, avec l'heure sur la montre de la petite fille. Tout ça, ce sont des représentations du nombre 2 et 1/2, mais ce n'est pas la modélisation mathématique. Parce que j'ai souvent entendu ça. « Ah oui, moi je couvre mon attente de modélisation mathématique. J'utilise des blocs mosaïques, puis des réglettes cuisinières, puis des tuiles algébriques. » C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ça, c'est bien. C'est d'utiliser des représentations concrètes, mais ce n'est pas du tout de la modélisation mathématique. Donc, voici un problème de modélisation mathématique. J'aimerais ça qu'on prenne le temps de le faire ensemble pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en œuvre dans notre salle de classe. Ça, c'est un problème. Ça se produit dans nos écoles. On a souvent des compétitions de pistes et pelouses qui ont lieu à notre école et on met l'élève responsable d'organiser la cantine pour la compétition de pistes et pelouses. Donc, si on regarde les étapes de la modélisation, et vous allez voir qu'on les appelle, dans le programme cadre, les composantes. On ne les appelle pas les étapes, on les appelle les composantes. Et la raison, c'est parce que l'objectif de la modélisation mathématique, c'est pas nécessairement de faire les étapes dans l'ordre. Le but, c'est de faire les différentes composantes. Et dans une bonne modélisation mathématique, on a souvent besoin de revenir en arrière. Donc, c'est très fluide. Donc, dans la composante 1, le but, c'est de se faire une idée. C'est là qu'on comprend le problème. C'est là que l'élève va poser des millions de questions. Et moi, ce que je vous suggère en salle de classe, c'est d'utiliser des papillons adhésifs amovibles, qu'on appelle aussi les post-it. Comme ça, les élèves génèrent des idées, génèrent plein de questions. Hein, monsieur, est-ce qu'il faut avoir du sans gluten? Est-ce qu'il faut faire un profit? Combien de gens viennent? Blablabla. Bla, bla. Ils sortent le plus grand nombre de questions possible. Parce que la tâche est floue. Dans la deuxième composante, l'élève organise son problème. C'est là qu'il fait son idéalisation. Hein? C'est là qu'il va commencer à faire des suppositions.
Bien, je suppose que, puis là, si on reprend le problème ici, je suppose qu'on va devoir avoir des breuvages désaltérants pour les athlètes. OK? On suppose ça. On suppose qu'il va y avoir une fontaine d'eau et qu'elle va être gratuite, mais qu'on va aussi vendre des breuvages désaltérants. Tu sais, on prend des décisions, on va mettre de l'ordre dans le problème. Dans la composante 3, c'est là qu'on fait ce qu'on appelle la mathématisation. C'est là qu'on va mathématiser. L'élève va écrire des formules. L'élève va écrire des équations, des inéquations, des égalités pour essayer de représenter la situation. Comme par exemple, l'élève, une qui pourrait faire, disons qu'on va offrir des hamburgers, puis disons qu'on a prédit qu'environ 50% des gens vont manger et que chaque personne va manger en moyenne 2 hamburgers. On pourrait dire ça. Ou deux hot dogs, par exemple. Donc, l'équation que l'élève pourrait faire, ce serait 2 fois le nombre de hot dogs multiplié par 50%, ou divisé par 2. Ça serait la règle mathématique qui me permettrait d'expliquer le problème. Ça, c'est la mathématisation. Il y a plusieurs profs qui font de la modélisation mathématique qui valorisent seulement la composante numéro 3. Pour eux, c'est le seul endroit où on fait de la maths. N'oubliez pas que la composante 1 et 2 sont tout aussi importantes. Que l'élève soit capable d'aller chercher l'information, de la déboussoler, prendre des décisions, c'est aussi important que de faire l'équation qui va représenter la situation. Autant important. On valorise beaucoup le fait que l'élève est capable de faire ça. Parce que la composante 3, on pourrait faire ça dans un manuel sans situation de la vie courante. Et finalement, numéro 4, on veut interpréter les résultats. Et souvent, la composante 4, moi, je vais la faire après. Hein? Donc, disons qu'on a organisé quelque chose pour la piste et pelouse. Eh bien, les élèves vont mathématiser à la composante 3, ils vont organiser l'événement, ils vont vendre les hot dogs, ils vont vendre les boissons désaltérantes, la compétition va avoir lieu. Et finalement, après, on analyse les résultats. Comment est-ce que notre modèle a fonctionné? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'on a manqué de quelque chose? Hein? Est-ce qu'on a eu des surplus? Est-ce qu'on a eu un déficit? Est-ce qu'on a eu un profit? On discute du fonctionnement du modèle et on essaie de le peaufiner et de le raffiner pour l'avenir. Donc, voici comment on pourrait passer à travers les 4 composantes avec la situation que je vous présente en ce moment. Comprendre le problème. Tu es responsable de la cantine. Combien de gens vont venir? Est-ce que c'est juste les gens de notre école? Ou est-ce que c'est les gens qui viennent de l'extérieur aussi, des autres écoles? Est-ce que les parents vont être là? Est-ce qu'il faut nourrir les parents? Est-ce qu'on veut faire un profit? Est-ce qu'il y a une subvention? Ou est-ce qu'on va acheter les choses? Est-ce qu'on va aller chez Loblaw, chez Costco, à l'épicerie locale? Qu'est-ce qu'on va faire? Les élèves se posent toutes ces questions-là. Est-ce qu'il va falloir avoir des glacières pour garder les choses froides? Est-ce qu'on va avoir seulement des aliments non périssables? Est-ce qu'il va falloir des barbecues? Combien de barbecues? Combien de boulettes de viande est-ce qu'on peut faire cuire sur un barbecue et combien ça prend de temps? Il y a tellement de choses qui peuvent se poser comme question. Je les invite ensuite à reformuler les questions. Au début, je les laisse formuler les questions comme ils veulent. Mais après, je veux qu'ils reformulent leurs questions de manière à ce que les questions amènent à des données numériques, des données mathématiques. Comme par exemple, voici un exemple de reformulation de question. Est-ce qu'on va avoir besoin de glacières? Moi, je reformulerais ça par combien de glacières est-ce qu'on va avoir besoin? Au lieu de poser la question, est-ce qu'on a un budget? On va poser la question, quel est le budget? Quelle est la valeur du budget? Au lieu de demander, est-ce qu'on va avoir besoin de barbecue? Combien de barbecue on va avoir besoin? Au lieu de demander, je ne sais pas, est-ce que les parents vont venir? Combien de parents vont accompagner les enfants? Voyez qu'en changeant pour obtenir des données plus quantitatives que qualitatives, ça va nous permettre de mieux faire la modélisation mathématique. Ensuite, dans la deuxième partie, les élèves vont émettre des suppositions. C'est là qu'ils vont dire, par exemple, on suppose que l'événement va avoir lieu le 24 mai. On suppose que l'événement, on va servir seulement de la nourriture froide et on n'aura pas besoin de barbecue. On suppose qu'on va devoir avoir quelques options végétariennes et véganes dans notre cantine.
Les élèves font des suppositions comme ça. Et souvent, pour être capable de faire ces suppositions, il va falloir qu'ils aillent faire des entrevues, jaser avec la direction, peut-être jaser avec l'enseignante ou l'enseignant d'éducation physique, peut-être faire un sondage auprès de la communauté scolaire. Ça inclut beaucoup d'entrevues, sondages et collecte de données pour être capable de faire ces suppositions. Ensuite, c'est là qu'ils vont créer le modèle mathématique. Le modèle mathématique va inclure des opérations, va inclure des équations, des égalités, des inégalités. Donc, par exemple, ici, ils pourraient, par exemple, supposer, disons qu'ils ont choisi d'avoir des barbecues, supposer que chaque personne va commander 2 hot dogs, mais supposer que seulement 70% des gens vont commander. Peut-être supposer que 10% des gens vont demander une option végétarienne ou végane. Hein? Donc, c'est ici que vraiment, ils vont numériser, ils vont mettre des nombres dans leur modèle. Et finalement, ben, à la fin de l'événement, ben, ils vont évaluer leur modèle et se poser des questions sur qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Le but étant que le modèle peut être transmis à l'équipe de l'année suivante pour les aider à faire leur modèle. Voici un autre que j'aime faire avec les élèves. Qu'est-ce qu'on devrait inclure dans un panier d'épicerie? Encore une fois, on passe à travers les questions. Les post-it, les papiers adhésifs amovibles, les élèves se posent toutes sortes de questions. Ben, monsieur, et je vous invite, si possible, à faire pause sur la vidéo et essayez vous-même d'écrire le genre de questions qu'on pourrait se poser. Mais voici des exemples. C'est pour nourrir combien de personnes? Est-ce que c'est pour nourrir des enfants, des bébés? Est-ce qu'il faut inclure les animaux de compagnie comme les chiens et les chats? Est-ce qu'on inclut seulement la nourriture ou on inclut les choses comme le papier d'aluminium? Hein? Est-ce qu'on inclut ces choses-là? Est-ce qu'on a des diètes spéciales? Est-ce qu'il faut s'assurer de suivre le guide alimentaire canadien? Il y a tellement... Est-ce que c'est seulement pour les collations ou on fait matin, midi, soir plus collation? Est-ce qu'on va avoir de la visite spéciale? Est-ce qu'il y a un anniversaire cette semaine? Vous voyez, il y a tellement de questions qu'on va se poser ici. Est-ce qu'on préfère acheter des aliments préparés ou on préfère cuisiner à partir d'ingrédients? N'oubliez pas qu'ensuite, on va reformuler les questions. Et ici, je vous ai mis quelques exemples de reformulation de questions. À gauche, est-ce que c'est juste pour moi ou c'est pour toute ma famille? À droite, combien de personnes seront nourries par cet achat? Combien de bébés, combien d'enfants, combien d'ados, combien d'adultes? Voici un autre exemple de reformuler les questions. Est-ce que c'est pour tous les repas? Ici, je vais changer ça par combien de repas doivent provenir de cet achat. Parce que là, combien de déjeuners, combien de dîners, combien de soupers, combien de collations, ça me permet d'avoir des nombres. Est-ce qu'il y a un budget? On va reformuler par quel est le budget maximal pouvant être dépensé. Je vous ai mis à la fin de chaque section ici, dans cet exemple-là, les critères d'évaluation. Parce que vous allez devoir évaluer vos élèves. Donc, voici des critères même d'auto-évaluation que l'élève pourrait utiliser pour s'assurer qu'il a bien fait sa modélisation. Donc, dans la section « Comprendre le problème », je formule des questions qui permettent d'établir des critères. Je trie les questions pour retenir les éléments qui sont pertinents. J'améliore l'envergure des questions initiales. J'évite les questions de type « oui » ou « non ». Et je formule des questions qui reflètent l'ensemble du problème. Je ne me concentre pas sur une seule chose, mais vraiment l'ensemble du problème. Ensuite, deuxième partie, deuxième composante, on émet des suppositions. Donc, l'élève va émettre des suppositions. Je suppose que c'est pour une famille. Dans ma famille, on a tant d'adultes, tant d'enfants, tant de bébés. On a un chien, on va acheter de la nourriture pour le chien. Donc, je tiens pour acquis qu'il n'y a pas d'allergie alimentaire chez moi. Je tiens pour acquis que c'est pour une semaine. On fait l'épicerie pour une semaine. Voici des critères d'évaluation que vous pouvez utiliser pour la deuxième composante. J'émets des suppositions en fonction de la situation. Je choisis les éléments constants et les éléments variables. Il y a des choses qui peuvent changer, il y a des choses qui vont être variables et il y a des éléments qui vont rester toujours les mêmes. Je fais de la recherche pour pouvoir prendre des décisions. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Faire de la recherche, des entrevues, partir chercher des données, des sondages. Et aussi, je vérifie que mes suppositions sont vraisemblables. Par exemple, j'ai des élèves qui vont me faire une supposition. Je suppose que cet achat est pour 6 mois. Bon, on ne peut pas vraiment faire l'épicerie pour 6 mois. Ce n'est pas vraisemblable comme supposition.
Donc, on veut vraiment s'assurer que les suppositions sont vraisemblables. On arrive au modèle. Le modèle, c'est la partie qui est plus mathématique. Hein? Donc, à quoi pourrait ressembler un modèle? Comment est-ce qu'on pourrait mathématiser cette situation? J'ai été vous chercher ici des exemples d'élèves. Donc, voici juste avant de vous expliquer vous montrer les exemples d'élèves aussi, c'est important de ne pas confondre le modèle et la représentation du modèle. Le modèle, c'est vraiment purement la maths. T'sais, de dire qu'on va avoir 2 hot dogs par personne, mais que seulement 70% des gens vont commander des hot dogs, ça, c'est vraiment le modèle. C'est la maths. Mais je pourrais représenter ça avec du code, je pourrais représenter ça avec un diagramme, je pourrais représenter ça avec une équation qui inclut des variables. Ça, c'est la différence entre le modèle et la représentation du modèle. Donc, voici un modèle très simple de base qu'un élève a fait, ma liste d'épicerie, et il a noté chacune des choses et les montants. Voici un autre modèle. Les élèves ont dit, voici ce que ça prend pour un adulte et pour un enfant, et ils ont mis par exemple, x1, x2, divisé par 3 pour chacune des choses, pour montrer, par exemple, qu'on va avoir besoin de tant de choses. Comme par exemple, la pomme de laitue, on va avoir besoin juste de la moitié de la pomme de laitue. Et tu voyez que ça dit que c'est pour 3 jours. Donc, c'est certain que si on veut avoir 2 adultes, une pomme de laitue devrait faire la job pour les 2 adultes. Donc, ça, c'est un modèle un peu plus complexe que le premier. Ça, c'est un modèle qui a été fait avec Scratch, dans lequel on entre les variables. Combien d'adultes, combien d'enfants est-ce que j'ai? Et ça me calcule, à partir de listes, qu'est-ce qu'on va commander et combien ça va coûter. Et ici, c'en est un qui est fait avec Microsoft Excel, ou ça pourrait être fait avec Google Sheets, les feuilles de calcul Google, dans lequel vous voyez qu'on entre le nombre de parents, d'enfants et de bébés, et boum, ça va chercher les données dans la liste d'achat, et ça calcule automatiquement le montant de la liste d'achat. Donc, vous voyez que du plus simple jusqu'au plus complexe, c'est possible de représenter le modèle de différentes façons. Donc, pour le modèle, c'est important que l'élève crée un modèle qui s'adapte à plusieurs variables, qu'on tienne compte des variables, que le modèle soit explicite aussi. Quand tu regardes la représentation du modèle, qu'une autre personne puisse comprendre ce que tu as fait. Ça n'a pas besoin de venir avec un manuel d'instruction très complexe. Et que l'élève soit capable de reconnaître et d'expliquer les concepts mathématiques qui sont sous-jacents. Par exemple, s'il utilise des pourcentages, des proportions, des taux unitaires, que ça soit inclus dans le modèle. Ensuite, l'élève met à l'essai son modèle et se pose des questions. Hein? On va aller faire les achats pour la semaine et on va voir est-ce que mon modèle a fonctionné. Est-ce qu'on se ramasse avec beaucoup trop d'aliments? Est-ce qu'on a manqué de quelque chose? On met à l'essai le modèle. Et on se pose des tonnes de questions. Ça, c'est super important. Maintenant, une des choses que je vois souvent chez les tout-petits, au départ, les tout-petits font des modèles de type « je me, moi »,« je veux ça ». On le fait pour nous. Ça colle seulement à leur réalité. Mais un bon modèle mathématique, en théorie, ça devrait être un modèle qui peut fonctionner pour moi, mais qui peut ensuite être transférable. C'est pourquoi il y a certaines des données qui vont être des variables. Parce que ça ne sera pas nécessairement la même chose, par exemple, dans ma famille que dans une autre famille. Mais si je mets le nombre d'adultes, d'enfants et de bébés comme étant des variables, le modèle s'adapte à plus de familles que juste ma famille à moi. Dans ma famille à moi, on a seulement 2 adultes. Donc, le modèle ne serait pas applicable à une famille qui a 2 adultes et 2 enfants, par exemple. Donc, on veut que le modèle soit applicable à un plus grand nombre de personnes. Et moi, ce que j'aime faire aussi en tant qu'enseignante ou enseignant, quand les élèves commencent à être efficaces à utiliser la modélisation mathématique, c'est à changer un paramètre en plein milieu de la modélisation mathématique. Parce que ça arrive, les imprévus dans la vraie vie. Par exemple, il y a un ami qui vient nous visiter. Comment ça change ton modèle? Est-ce que ton modèle est fait pour tenir compte de ça? L'épicerie GA dans notre quartier décide de fermer ses portes. Il nous reste juste un autre choix d'épicerie. Comment ça va venir affecter notre modèle? Peut-être que les coûts vont changer. Peut-être que la distance à parcourir pour se rendre à l'épicerie va être plus grande. Donc, j'aime ajouter des éléments
instigateurs comme ça qui vont venir déranger le modèle et amener l'élève à rendre son modèle plus adaptable. Donc, les critères pour l'analyse des modèles, j'identifie les éléments à maintenir du modèle, j'identifie les éléments à modifier de mon modèle, j'explique pourquoi je dois modifier les éléments du modèle et j'explique pourquoi le modèle est ou n'est pas transférable. Et ce qu'on vise le plus possible, c'est d'avoir des modèles qui sont transférables. Par exemple, si vos élèves organisent un modèle pour le voyage de fin d'année, ça serait bien que le modèle puisse être donné à des élèves d'une autre école ou des élèves de l'an prochain et que le modèle puisse s'adapter aussi aux besoins des autres. Si jamais la modélisation mathématique vous a plu, je vous invite à aller sur le site ontariomath.support. C'est disponible en français comme en anglais. Et il y a des leçons de modélisation mathématique. Donc, vous cliquez sur le petit onglet modélisation mathématique et vous allez trouver plein de leçons qui utilisent cette idée de faire de la modélisation mathématique. Avec vos élèves, il y en a à tous les niveaux, de la première jusqu'à la 8e année. Donc, c'était Dominique Tremblay avec vous. J'espère que vous avez apprécié la modélisation mathématique. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Et c'était aussi les Instituts 24/24 du Centre Franco. Merci beaucoup et amusez-vous bien.